Les violettes sont des fleurs. Salut, c'est les violettes. L'évolution des femmes dans le monde du travail. Alors c'est vrai qu'on commence à avoir fait le tour de pas mal de sujets, mais du coup le sujet de cet épisode, on l'a trouvé parce qu'on s'est dit que c'était intéressant en fait d'évoquer tout simplement le travail en soi. On a beaucoup parlé du rôle des femmes à travers l'histoire, celles qui travaillent avec des peintres, certaines qui étaient artistes, d'autres qui étaient femmes de lettres, d'autres qui ont régné. Et en fait, toutes elles ont ce point commun d'avoir une activité qui a marqué l'histoire. Et pourquoi pas tout simplement parler de l'activité en soi qu'est le travail ? Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire général, on pense souvent que le travail des femmes a commencé à partir du XXe siècle et qu'avant, elles étaient toutes femmes au foyer. Alors que si on se renseigne un peu plus, on se rend compte que pas forcément. On va forcément évoquer le métier de femme au foyer. C'est une activité comme une autre et surtout c'est un travail en soi. Mais en fait là, on va surtout parler dans cet épisode des travaux rémunérés, c'est-à-dire choisis par des femmes qui leur a permis l'émancipation ou non. Donc on va faire un ordre un peu chronologique. Donc pour commencer, on va parler de la France et de l'époque gauloise. Et les femmes occupaient un peu toutes sortes de métiers. Il y avait aussi des métiers qui nécessitaient une force physique, ce qui peut paraître étonnant parce qu'en général on imagine plutôt les femmes avec un métier qui nécessite pas beaucoup de force et les hommes à porter des grosses pierres ou ce genre de choses. Là c'était pas tellement ça. Il y avait par exemple des bûcheronnes ou des orpailleuses. Là, on parle de la Gaule. Bien sûr, on a eu l'exemple de femmes qui ont fait des métiers physiques, mais si on parle par exemple de la Rome antique, dont on a beaucoup parlé en cours d'histoire, les femmes étaient naturellement l'objet de l'homme. C'est un sujet dont on a un peu parlé dans l'épisode précédent à travers la femme dans le mariage. La femme était donc l'objet de l'homme. Elle n'avait le droit d'exercer aucun métier, elle n'était même pas citoyenne, elle était femme de citoyen ou fille de citoyen. Si elle était dans un rang plus bourgeois, elle n'avait pas le droit de travailler et devait rester enfermée dans les habitations. Les seules femmes qui travaillaient, c'était les femmes esclaves, donc ce n'était pas un travail rémunéré. Elles travaillaient pour survivre, donc par obligation. Et puis ensuite, si on parle de l'Europe, la chrétienté est arrivée, mais comme un peu partout dans le monde, le fait d'avoir une religion qui arrive et qui dirige un peu le monde ou la région dans laquelle on se trouve, ça a laissé à la place une femme assez limitée dans le monde de la vie active, parce que les femmes font des enfants, et on faisait énormément d'enfants à l'époque. La femme était donc relayée au rôle de mère, de maman, de sainte, ou comme d'habitude de prostituée aussi, mais globalement la place de la femme c'était à la maison, à élever les enfants. Donc si on parle de la chrétienté, puisqu'on parle de l'Europe, l'homme était une créature de Dieu et la femme était une créature de l'homme. Donc c'était quand même un cran en dessous. En fait, c'est super important de définir le rôle de la femme en soi pour savoir pour quelles raisons en fait les femmes ne pouvaient pas travailler ou travailler différemment des hommes. Et pourquoi elles n'avaient pas donc les mêmes droits. Mais en fait, on est obligé de constater que entre le XIe et le XVe siècle, les femmes travaillaient et elles étaient même beaucoup plus libres qu'au XIXe siècle de l'image de la femme qu'on a au XIXe siècle qui n'a pas le droit forcément de travailler. Et encore, on en reparlera, c'est souvent un cliché, elles étaient beaucoup plus libres. Parce qu'en fait, il faut comprendre quelque chose. À partir du moment où l'homme est devenu sédentaire et a commencé à cultiver les terres, on avait besoin de manœuvre. Et à l'époque, la question ne se posait pas qu'une femme travaillait ou pas. On avait besoin de force de travail. Donc, au début de la sédentarisation et de l'agriculture, les femmes travaillaient tout autant que les hommes. Ensuite, entre le XIe et XIVe siècle, avec le début de l'industrialisation, à son niveau, on parle du Moyen-Âge, mais c'est le début du commerce, la femme travaille en fait. Elle travaille, elle va aider son mari. Elle n'est pas forcément rémunérée, mais en tout cas, la femme travaille tout autant que l'homme. C'est surtout à la Renaissance que la condition féminine régresse vraiment et qu'elle n'a plus le droit de travailler forcément. Mais ça, c'est un petit peu comme dans tous les épisodes qu'on a déjà fait où on voit que la place de la femme régresse énormément à la Renaissance. Donc là, au niveau du monde du travail, la place de la femme est dévalorisée, mais aussi au niveau du salaire, pour celles qui continuent à travailler. Les femmes ont toujours eu un salaire plus bas que celui des hommes, mais là, encore plus. Et en plus, il y a quelques métiers qui leur sont interdits. Pour avoir un exemple très précis, au XVIe siècle, à Strasbourg, il y a eu un couturier qui voulait former ses deux filles adoptives à son métier, donc pour qu'elles deviennent elles-mêmes couturières. Et là, il y a eu une grève pendant 2 ans des compagnons associés.
Et finalement, c'est eux qui ont remporté la bataille et les 2 filles ont dû complètement arrêter de travailler parce que les hommes étaient en colère de voir des femmes travailler et elles ont dû tout simplement arrêter, quoi. L'histoire a tellement choqué les contemporains du XVIe siècle que c'est une des anecdotes qu'on connaît encore aujourd'hui. On sait que c'était au XVIe siècle à Strasbourg. On parle d'une seule anecdote qui, bon, bien sûr, est arrivée en justice. C'est quand même dingue que cette histoire choque tellement qu'on la retient encore aujourd'hui. Alors ensuite, du XVIe au XVIIIe siècle, les femmes intègrent les nouvelles industries. Je parlais d'industrialisation au Moyen-Âge, mais vraiment les nouvelles industries, ça arrive entre la Renaissance et le XVIIIe siècle. Contrairement à ce qu'on pense, l'idée de l'ouvrière qu'on connaît au XIXe siècle et qu'on connaît encore plus pendant la Première Guerre mondiale n'est pas arrivée au XIXe siècle. En fait, déjà avant, pendant les nouvelles industries, les femmes commençaient à travailler. Et si on remonte encore plus loin, à partir du XIIe siècle, les femmes travaillaient au développement industriel. Donc, dans les grandes villes, par exemple portuaires, comme Le Havre ou autres, les femmes travaillaient tout autant que les hommes. Et la plupart travaillaient dans des ateliers, sinon, à la maison, sous l'autorité du père ou du mari. Oui, parce que même si elles avaient le droit de travailler, on se souvient toujours de cette autorité patriarcale qui était quand même pas hyper sympa. Mais quand même, elles avaient le droit de participer à la création de richesses dans le pays. Maintenant, on va parler de l'exemple et du cliché qu'on connaît plus, ce sont les femmes ouvrières. Alors, si vous avez lu les Rougon-Macquart ou au moins un roman de Zola, par exemple l'Assommoir, on voit les femmes qui sont blanchisseuses, les femmes qui sont vendeuses, les femmes qui travaillent en usine. La femme travaille, on a cet exemple, même si elles sont dans une précarité plus grande que les hommes, elles travaillent. On connaît Gervaise dans l'Assommoir qui commence au début par être blanchisseuse. Là, par exemple, plein d'industries ouvrent, par exemple à Paris ou à Londres, qui sont les premières villes commerciales européennes, et on a besoin de manœuvres. Parce qu'en fait, il n'y a pas tant d'hommes que ça, et il y a énormément de travail. Les 30 Glorieuses à côté, c'est rien du tout de ce qui s'est passé au 19e siècle. Moi, je vous parle de la période d'Haussmann. On a besoin de manœuvres de partout, et ce qui se passe, c'est qu'on va engager beaucoup de femmes dans toutes les usines de caoutchouc, de papier. On a besoin de petites mains pour confectionner différents matériaux. Et en plus, c'est des petites mains pas chères. Moins chères que celles des hommes. Le salaire d'une femme est 2 fois moins important que le salaire d'un homme et elles sont quand même vachement plus facilement virées ou remerciées, pour dire les choses bien, que les hommes. Pour les femmes qui travaillaient, c'était tellement réglementé qu'elles étaient finalement obligées d'accepter des conditions de travail qui aujourd'hui nous paraissent complètement folles, avec de la surveillance, des horaires qu'on ne ferait plus aujourd'hui. On n'avait pas le droit de bavarder aussi dans l'usine alors qu'il y avait un ennui fou et toutes ces choses-là, c'était accepté. On parle quand même de 16 à 18 heures de travail par jour. Et en fait, ce qui a un peu donné une plus grande place dans le travail des femmes, c'est que, en fait, il y a eu l'invention de la machine à coudre. Tout de suite, beaucoup se sont dit que c'était un travail qui était réservé aux femmes parce que le principe était d'habiller, donc ça restait un domaine assez féminin dans l'idée. Et avec l'avènement de la machine à coudre, ça a été un moyen pour beaucoup de femmes de s'en sortir et de pouvoir soit s'occuper, déjà à la maison en tant que femme au foyer, ou gagner leur vie grâce à ça. Parce qu'il faut se rendre compte que les citadines, par exemple, parce que les femmes en campagne, bien sûr, travaillaient dans les champs. Les citadines qui travaillaient du coup dans les usines ou autres, travaillaient, comme je le disais, de 16 à 18 heures par jour. Et ce n'est qu'en 1900 qu'elles ont le droit à la journée de 10 heures. Même si les femmes avaient finalement le droit de travailler dans des conditions horribles, mais elles avaient le droit de travailler, elles n'avaient pas un droit à l'éducation, qui est quand même important, à l'éducation supérieure, qui permet d'avoir des travaux qualifiés. Et on a l'exemple d'une femme qui est assez incroyable, qui a voulu lutter contre ça et qui s'est débrouillée pour faire les études qu'elle voulait, pour pouvoir faire le métier qu'elle voulait. Donc à Londres, au 19e siècle, il y a une femme, c'est Margaret Ann Buckley, qui a décidé de faire en fait exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait faire médecine, elle voulait être médecin. Et du coup, pour pouvoir le faire, elle s'est travestie. Et elle se faisait appeler James Berry. Elle est devenue médecin. Et finalement, ça montre bien à quel point c'était fermé aux femmes, puisque les femmes devaient se travestir pour pouvoir faire des études et un métier qui du coup les passionnait. Sinon, elle aurait fini par coudre chez elle, et c'était pas ça sa passion, c'était médecine. Alors le grand moment pour les femmes dans le travail, où vraiment il y a une reconnaissance, c'était plus seulement de la petite manœuvre, il y a eu vraiment une reconnaissance envers ces femmes, enfin et encore, reconnaissance à toute proportion gardée. C'est pendant la Première Guerre mondiale, en fait, tous les hommes étaient au front en train de se battre. Et on n'allait quand même pas envoyer des femmes se battre, l'angoisse. Tenir une arme, une femme, l'angoisse. Du coup, les femmes ont remplacé les hommes dans tous les métiers.
les femmes en fait ont continué à faire marcher l'économie d'Europe pendant que les hommes étaient au front. Et à la sortie de la guerre, donc en 1920, pour pas non plus trop que les femmes elles prennent la confiance, il y a une loi qui a été votée et qui interdit formellement les avortements et la contraception, parce qu'il faut bien repeupler le pays après la guerre, et donc les femmes ne peuvent pas travailler puisque faut bien qu'elles fassent des bébés, quoi. Et pour revenir sur cette loi liberticide, il va falloir attendre le 19 décembre 1967 pour la contraception et le 17 janvier 1975 pour l'avortement. Donc pour que juste le rôle de mère ne soit plus imposé à la femme, et qu'elle puisse donc retourner au travail. Mais ce n'est pas suffisant tout ça pour empêcher la femme de travailler. Tout simplement, il faut attendre 1965 pour que la femme puisse travailler sans l'autorisation de son mari. Ce qui est sympa, c'est que juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1938, l'État français met au point une loi qui promulgue le fait que les hommes dont la femme ne travaille pas reçoivent une prime. Donc en fait, c'est-à-dire que les hommes étaient encouragés à empêcher leur femme de travailler. Et il faudra attendre 1965 pour que les femmes aient le droit de travailler sans l'accord de leur mari. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'entre-deux-guerres, on commence à accepter petit à petit que les femmes travaillent, mais c'est plus une réflexion économique, parce qu'on a besoin de manœuvres, parce qu'il y a eu tellement de morts avec la Première Guerre mondiale que tout simplement il manque des gens. Honnêtement, il manque beaucoup d'hommes, qu'on accepte un peu que les femmes travaillent, mais c'est vraiment une réflexion économique, il n'y a rien de féministe dans tout ça. Donc finalement, après les deux guerres, on a quand même attendu beaucoup, donc 1965-70, pour que le droit des femmes du travail soit à peu près égal à celui des hommes. Il y a toujours cette question du salaire qui est, dans les faits, moins élevé des femmes que des hommes à poste égal, mais ça pose débat, donc on va pas essayer de convaincre qui que ce soit. Mais en tout cas, la maternité et le patriarcat ont empêché les femmes pendant des années, jusqu'à une histoire toute récente, donc sortie de la Seconde Guerre mondiale et même après, ça a empêché les femmes de travailler, tout simplement. Et pour finir, on va vous parler un petit peu d'éducation, parce que comme on l'a dit avec Margaret Ann Buckley, donc cette femme qui a fait médecine en se travestissant, l'éducation, ça a une place hyper importante pour accéder au monde du travail avec un peu plus de sens, un travail choisi. Sans pouvoir accéder à l'éducation, c'est très compliqué pour une femme de pouvoir s'en sortir dans un métier qui la passionne, où elle pourra vraiment gagner sa vie. Bien sûr, il y a des cas à part, comme des artistes qui n'ont pas fait forcément d'études. Mais généralement, c'est quand même plus facile si on est éduqué. Une personne illettrée aura plus de mal à s'insérer dans le monde professionnel. En 1850, par exemple, la loi Fallou impose aux communes de plus de 800 habitants d'ouvrir des écoles primaires pour les filles. Mais l'enseignement est payant et pas obligatoire. Donc il y a uniquement les jeunes filles bourgeoises qui peuvent se permettre en fait d'aller à l'école. Ensuite, il faut attendre 1861 pour voir la première bachelière. Donc les filles, elles n'ont pas le droit d'accéder à l'enseignement supérieur, donc qui leur permet d'avoir le bac. Mais il y a une fille, donc Julie Daubier, qui arrive à avoir le bac en candidat libre, et en plus elle y arrive à 17 ans. Donc elle avait bien travaillé complètement seule. Et en 1881, la loi Camisset permet la création de lycées publics laïques pour les filles, et donc plus l'enseignement par les bonnes sœurs. Il y a des lycées où les bonnes sœurs n'enseignent pas, quoi. Il y a encore des lycées avec des bonnes sœurs, bien sûr. Parce que les bonnes sœurs, ça convient pas à tout le monde, et en plus, tout le monde n'est pas catho. Précisons en revanche que, bien sûr, le lycée reste payant, et qu'il ne prépare pas pour le bac, donc on s'arrête au certificat d'études. Et en plus, pour ceux qui se souviennent bien de leur cours d'histoire, en 1882, il y a les lois Ferry, donc de Jules Ferry, qui rend obligatoire l'éducation de 6 à 13 ans, aux filles comme aux garçons. Bon, par contre, les écoles ne sont pas mixtes. Ça, il faut attendre 1924, c'est énorme. Et en plus, à ce moment-là, le nombre d'heures d'enseignement devient identique pour les filles et aux garçons, et du coup, ça leur permet d'avoir le bac et donc de faire des études supérieures. Mais c'est pas encore ça, parce que quand même en 1975, la mixité elle est généralisée, mais pas partout. Si on prend les grandes écoles comme Polytechnique ou Saint-Cyr, il faut attendre 1972 pour Polytechnique et 1983 pour Saint-Cyr pour que ce soit mixte. Alors que c'est des écoles, on les connaît encore aujourd'hui, c'est des écoles où quand tu sors de cette école-là, globalement, t'as le métier que tu veux. Aujourd'hui, c'est un truc qu'on remarque beaucoup, même nous, gosses, on a la vingtaine avec Philou, on disait toujours, les filles sont plus littéraires, les garçons sont plus scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a encore des matières où on va inconsciemment avantager les garçons, parce que les métiers scientifiques, les métiers où, c'est horrible à le dire, et Dieu sait qu'on est dans des milieux littéraires avec Philou, mais les métiers où il y a plus d'argent, du coup, les métiers scientifiques, sont inconsciemment privilégiés aux garçons. En fait, on va dire que les garçons sont plus forts en maths,
Parce qu'ils sont plus logiques, que les femmes sont plus sensibles et que du coup elles sont meilleures en français. Et ça, on le repère dès toute jeune, et même nous, en fait, en tant que petite fille, moi, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. Mais c'est aussi pour ça qu'on voulait faire un épisode là-dessus, c'est parce que déjà avec Cynthia, notre rapport au travail, il est hyper important, on adore travailler, on fait tout ce qu'il faut pour avoir un travail qu'on aime, et c'est pour ça qu'on travaille en plus de chacune notre métier sur ce podcast, parce que ça nous fait vraiment hyper plaisir de travailler, et on adore ça, et c'est super important pour nous, et du coup ça nous a marqué un peu toutes ces informations. Et surtout, c'est des choses qu'on a vécues. Et de se dire qu'il y a quelques années, peut-être dans les années 80, ou il y a un siècle, on n'aurait pas pu travailler ou faire le métier qu'on souhaite, alors qu'aujourd'hui, on a quand même cette chance de faire un métier qu'on aime, bah c'est horrible, quoi. Il y a des générations de femmes qui ont très mal vécu le fait de ne pas pouvoir bosser, quoi. Donc c'est une chance aussi de pouvoir travailler et de faire le métier qu'on aime. Voilà, cet épisode des Violettes est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. Et pour en apprendre encore plus sur les femmes, l'histoire et les femmes dans l'histoire, rendez-vous sur notre Instagram et notre TikTok. C'est @lesviolettespodcast. À bientôt. Salut!